11h, l'information sur RTI. Madame, monsieur, bonjour. Dans ce journal, processus électoral, la CEI engage le dialogue avec les confessions religieuses, une démarche pour clarifier la fiabilité du fichier électoral et les modalités d'enrôlement des électeurs. Les guides spirituels religieux ont été informés et impliqués dans le processus de sensibilisation des populations pour un climat électoral apaisé en Côte d'Ivoire. Et notre pays demeure dans la catégorie des risques faibles, ce qui est un signal fort pour les investisseurs, une stabilité relative qui survient malgré des ajustements sur plusieurs indicateurs. Développement dans cette édition. Et puis l'actualité hors de nos frontières en RDC avec au moins 50 personnes qui ont trouvé la mort dans le naufrage d'un bateau survenu la nuit du mardi à mercredi sur le fleuve Congo dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo. Il se tient ce 16 avril un Conseil national de sécurité, une réunion sur la situation sécuritaire générale en Côte d'Ivoire qui sera présidée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Passons maintenant à cette actualité sur ces interrogations et débats autour du processus électoral dans notre pays. La CEI ouvre le dialogue avec les religieux face aux inquiétudes qui grandissent sur la fiabilité du fichier électoral et les conditions d'enrôlement des électeurs. Nous avons là une démarche informative inclusive pour un climat électoral apaisé. Reportage Marie-Chantal Akandan, Nadège Kassi et Lamine Tramé. Le souci de renforcer la transparence autour du processus électoral est au cœur des échanges entre la CEI et les confessions religieuses. Un cadre de communication pour expliquer les enjeux de la révision de la liste électorale. Notre beau pays a un rendez-vous important en cette année 2025. Il s'agit de l'élection du président de la République qui se tiendra le 25 octobre 2025, conformément à l'article 56 alinéa 2 de notre loi fondamentale. Devant la persistance des critiques et des attaques, il a paru utile à la commission centrale de la commission électorale indépendante d'avoir à cette rencontre avec les hommes de Dieu que vous êtes, toute obédience confondue. Vous, ministre des cultes, vous, autorités religieuses, vous, guides spirituels, êtes le ciment et le ferment de la vie et de la cohésion sociale. Face au guide spirituel, le président de la commission électorale indépendante CEI lève plusieurs zones d'ombre. Deux questions font l'actualité. L'organisation d'une nouvelle révision avant octobre 2025 et la question de l'audit demandé de façon récurrente par certains partis politiques. Il convient, pour la bonne compréhension, de rappeler que la commission centrale a clos le premier cycle électoral par l'organisation des élections sénatoriales en septembre 2023. Au cours de ce cycle, des rencontres bilan ont été organisées après chaque élection afin d'améliorer le processus. Plusieurs recommandations ont été formulées au terme desquelles nous pouvons citer réviser la liste électorale tous les 2 ans et en année électorale si possible. Améliorer le système de parrainage citoyen par un mécanisme de réception, de traitement, identification et affectation des doublons et de validation des parrainages en toute transparence. C'est en exécution de ces recommandations consensuelles que la Commission électorale indépendante a entrepris en 2024 d'élaborer un chronogramme pour la révision de la liste électorale qui débutait en juillet 2024 et s'achevait en mars 2025 après l'arrêt de la liste électorale définitive. Ce chronogramme a été cependant modifié à la demande des partis politiques qui ont souhaité que la révision de la liste électorale 2024-2025 s'ouvre plus tôt en octobre 2025. Par ailleurs, afin de ratisser le plus large possible, il leur a été communiqué l'option d'enrôler les requérants devant atteindre l'âge de la majorité civile au 1er mars 2025, c'est-à-dire à la date de l'affichage
de la liste provisoire. Au-delà de ces raisons objectives qui fondent l'impossibilité d'organiser maintenant une nouvelle révision de la liste électorale ou d'ouvrir une nouvelle période d'enrôlement qui viendrait se greffer à celle qui est en cours, la CEI voudrait également attirer votre attention sur le manque de cohérence et de bonne foi de certains de nos acteurs politiques. Au total, prendre la décision de conduire une révision de la liste électorale avant l'élection présidentielle exposerait inévitablement la commission électorale à un dépassement des délais constitutionnels et légaux. En réaction, les responsables religieux ont salué cette démarche et exprimé leur volonté d'accompagner le processus électoral. Monsieur le Président, sincèrement, je voudrais vous dire un sincère merci. Je viens d'apprendre beaucoup de choses. J'ai rencontré votre collaboratrice, Madame la vice-présidente, Madame Porquet, qui m'a parlé. Et aujourd'hui, vous êtes parti encore plus loin. Il y a un déficit de communication, un déficit d'information, ce qui fait que chacun va dans sa direction, on dit beaucoup de choses. Alors que si nous savions avant certaines choses, par exemple ce matin, vous m'avez confié beaucoup de choses, et je vois la vérité aussi. Il y a des choses à rectifier, mais je vois la vérité. Ce matin, c'est ce que vous avez fait. Et avec vous, j'ai appris encore beaucoup de choses sur la Constitution, par exemple la CEI. Je ne le savais pas. Et en parlant, vous avez parlé d'instituer un cadre permanent d'échange. Peut-être que vous allez nous en parler. Moi, je dis, mais c'est formidable, c'est ce qu'il faut. Dans notre pays, il faut ce dialogue. Et en dialoguant, on peut trouver un chemin. Vous nous avez rassemblés, nous tous ici. Moi, j'apprends beaucoup de bonnes choses. Et dans ce que vous avez dit, vous avez mis beaucoup d'argent sur le budget, là, sur la communication, sur l'échange. Monsieur le Président, c'est ça qu'il nous faut. Ça va nous permettre de ne pas nous tromper et dire certaines choses qui sont fausses. Maintenant, sur la Constitution de la CEI, je viens d'apprendre beaucoup de choses. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour les politiciens seulement. La Côte d'Ivoire, c'est nous tous. On s'est empêtré dans un péché originel. Commission indépendante, commission électorale indépendante, composée aussi des représentants des partis politiques qui ne peuvent être que partisans. Comment vous pouvez faire ça et fonctionner normalement? Moi, je suis un ancien de la CI. Moi, j'ai vu pendant 5 ou 6 ans à peu près, malgré les défauts que j'ai dit tout à l'heure, le péché originel que j'ai dit tout à l'heure, j'ai vu la CI fonctionner de l'intérieur. J'ai vu que beaucoup qui étaient là ont respecté leur serment. Même étant représentants des partis politiques, ils ont essayé au maximum d'être justes. Moi, j'ai vécu ça. Nous avons organisé 3 élections. Il faut qu'on discute, qu'on prenne les bonnes décisions. Pour la population ivoirienne, il y a une ligne rouge, pour moi. La ligne rouge, là, c'est la violence. Quel que soit tout ce qui va se passer, là, ils n'ont qu'à discuter. On ne veut pas de violence en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont fatigués. Tout ce qui se passe aujourd'hui, ça s'est passé dans notre histoire récente. Discutez comme vous voulez, faites les élections, mais pas de violence. On ne va pas brûler le pays qu'on a réalisé. Pas de violence. C'est pourquoi je dis personnellement que chaque Ivoirien doit être un promoteur de la sécurité, mais doit aussi être un gardien de la sécurité. En s'appuyant sur l'influence des confessions religieuses, la CEI espère ainsi apaiser les tensions, renforcer la confiance et encourager une participation citoyenne responsable.
Et voilà, une séance importante de dialogue entre la CEI et les guides religieux de Côte d'Ivoire, une démarche inclusive pour une année électorale paisible en Côte d'Ivoire et un climat de paix qui impacte forcément le secteur macroéconomique. La Côte d'Ivoire est toujours favorable aux investissements. Le rapport Risque Pays 2025 de Bloomfield Intelligence attribue la note de 6,3 à la Côte d'Ivoire pour cette année 2025, ce qui inscrit le pays dans la catégorie des risques d'investissement faibles. Des explications sur cette cartographie des risques et opportunités d'investissement dans ce compte-rendu de Léon Pro. La Côte d'Ivoire encore au rang des pays à risque faible ou pays à opportunité d'investissement avec un retour sur investissement et sans risque de perdre son capital. L'agence de notation financière Bloomfield Intelligence qui le dit octroie à la Côte d'Ivoire cette année la note 6,3 contre 6,5 sur 10 en 2024. Il y a une perte de 20 points de base qui est due essentiellement à l'environnement sociopolitique. Ceci dit, elle demeure dans la catégorie des risques faibles, où nous encourageons les investisseurs à investir dans ce pays-là. Cet appel au regard du climat des affaires attractif et de la performance macroéconomique de la Côte d'Ivoire. Bloomfield relève toutefois le faible impact de cette croissance économique sur l'indice de développement humain, notamment sur l'espérance de vie. 72 ans en moyenne mondiale, 61 ans en moyenne communautaire, Sénégal est à 67 ans, le Niger à 62 ans, pendant que la Côte d'Ivoire est à 58 ans. Donc, la performance économique de la Côte d'Ivoire, qui est une excellente performance économique, n'a pas l'impact social recherché. Les risques relevés concernent les finances publiques et portent sur le remboursement de la dette qui pèse pour 84% du produit intérieur brut et non sur le volume de cette dette estimé à 59% du produit intérieur brut. Aussi indexé, la gouvernance avec la corruption qui représente en 2022 une perte de 1400 milliards de francs CFA. Pour réduire les risques de corruption, c'est l'obligation pour les gestionnaires de deniers publics, l'obligation qui leur est faite de déclarer leur patrimoine pour nous assurer que les fonds qui sont mis à leur disposition ne sont pas privatisés, mais vont véritablement dans les projets, dans les actions publiques. Au menu de cette 9e conférence Risque Pays, outre le rapport de notation, 4 panels avec une forte participation du gouvernement pour apprécier les opportunités et adresser les risques d'investissement. Et pour davantage d'impact des performances économiques du pays sur la vie des Ivoiriens, les stations-service sont soumises au contrôle de leurs volucompteurs. Il s'agit de tests de conformité sur ces instruments de mesure des distributeurs de carburant. Une mesure de lutte contre la vie chère mise en œuvre par Côte d'Ivoire Métrologie pour garantir les transactions transparentes sur les marchés du pays. Jean-Marc Odjadji nous en dit plus. La lutte contre la vie chère est engagée dans le district autonome d'Abidjan. Ce matin, les agents vérificateurs de Côte d'Ivoire Métrologie passent à l'offensive à Yopougon, Marcory et Bingéville. Les volucompteurs des stations-service de ces communes sont passés au peigne fin. Objectif, s'assurer que les quantités correspondent aux dépenses effectuées pour le bien-être des consommateurs. Le démarrage des activités de contrôle des volucompteurs dans les stations-service est effectif. Quand on arrive, on fait l'inspection visuelle de la pompe, c'est-à-dire est-ce que le distributeur il ne bouge pas, est-ce que le flexible n'est pas fissuré, est-ce qu'il ne coule pas. Et la deuxième option, soit quand on vient, on contrôle la pompe est conforme, on scelle le mesureur, on met la vignette et on donne des carnets, les fiches à remplir. Dans le cas où la pompe n'est pas conforme, c'est-à-dire elle ne respecte pas les erreurs maximales tolérées, si le réparateur il est là, il va faire les réparations, c'est-à-dire il va ajuster le mesureur pour que ça soit conforme. Cette opération, appuyée par le ministère du Commerce et de l'Industrie et celui des Mines et de l'Énergie, est une garantie pour les transactions transparentes sur le marché entre les opérateurs économiques et les consommateurs. Les Ivoiriennes et les Ivoiriens se plaignent
de la quantité de carburant qui est servie. L'État a bien voulu régler ce problème pour apporter une solution concrète à la lutte contre la cherté de la vie. Si vous prenez 20 litres de carburant par semaine, que vous déboursez 800 francs par le litre, 16 000 francs, que vous allez au bureau, vous revenez pendant une semaine, vous êtes d'accord avec moi que si on ne vous sert pas la bonne quantité, vous ne pourrez pas aller au travail. Le contrôle des volucompteurs dans les stations-service se déroule tous les 6 mois et s'étendra sur toute l'étendue du territoire national. Les routes en terre au centre d'un séminaire d'experts à Abidjan, une confrontation des expériences et des techniques pour sauvegarder les routes en terre réduire aussi le coût de l'entretien sur le thème terrassement et routes non revêtues, durables et résilientes face au changement climatique. Mahama Traoré et Adam Sangaré rapportent le point. En Côte d'Ivoire, les routes en terre représentent 90% du réseau national. Que ce soit en milieu rural ou urbain, le bon état de ces voies est essentiel au déplacement des personnes et des biens. Malgré les importantes ressources consenties par l'État, leur entretien est mis en péril par les effets néfastes des changements climatiques. Le changement climatique est aujourd'hui une réalité qui affecte tous les secteurs de notre économie et de notre société. Ces impacts fragilisent les terrassements et les réseaux routiers. Ils entraînent une réduction de la durée de vie des routes non revêtues, ainsi qu'une augmentation significative des coûts de leur entretien et de leur reconstruction. Face à une telle situation, les experts des travaux publics se mobilisent. Depuis Abidjan, sous l'égide de l'Association mondiale de la route, ils engagent une réflexion sur les solutions innovantes à déployer pour la durabilité des routes non revêtues, à l'image de la stratégie nationale d'adaptation et de résilience initiée par le gouvernement ivoirien. Cette stratégie actuellement en cours de conception par la cellule de coordination du projet, CC précis, intégrera notamment une évaluation approfondie de la vulnérabilité de notre réseau. Par ailleurs, l'élaboration d'un guide national des terrassements figure parmi nos priorités à court terme. Ce document de référence fait actuellement l'objet d'un processus de sélection du bureau d'études en charge de sa rédaction. Pour la période 2023-2025, le gouvernement déploie un programme d'entretien routier qui vise à traiter 40 000 km de pistes sur l'ensemble du territoire, un chantier qui mobilise 160 petites et moyennes entreprises. Et puisqu'on parle de solutions innovantes, nous vous proposons ces opportunités d'habitation économique mais aussi écologique, des maisons qui vous permettent d'optimiser vos ressources mais aussi de préserver l'environnement. Les promoteurs immobiliers nous expliquent comment y arriver dans cet élément de Juliette Ouéa. Construire des maisons en limitant les effets néfastes sur l'environnement, c'est ce que préconisent les promoteurs immobiliers participant au Salon de l'architecture et du bâtiment Archibat 2025. Ces maisons écologiques sont construites ou actuellement en projet dans le district d'Abidjan et dans les villes de l'intérieur du pays. Un logement est dit écologique lorsqu'il respecte 3 principes. Le premier, c'est l'environnement. Le deuxième, c'est sur le plan économique. Et le troisième, c'est sur le plan social. En Côte d'Ivoire, on trouve une panoplie de logements écologiques. C'est vrai que c'est encore un nombre très réduit. Mais depuis quelques années, les Ivoiriens commencent à s'intéresser. On en trouve même à Cocody, à Bingerville, à Yopougon, à Grand-Bassam et à l'intérieur du pays. Nous allons essayer de mettre tout ce qui est, on va dire, les fosses septiques bio. Voilà. Généralement, c'est des fosses septiques qu'on utilise, qui décomposent facilement les excréments, qui les traitent et avant qu'on les rejette dans la nature. Et ces eaux peuvent être récupérées pour tout ce qui est, on va dire, arrosage, entretien de tout ce qui est paysage, tout ce qui est verdure, tout ce qui est jardin qui va composer la cité. Ces logements éco-responsables sont souvent préfabriqués. Des matériaux spécifiques entrent dans leur construction. On peut avoir des logements préfabriqués qui respectent les exigences d'un logement écologique. Mais toutes les méthodes de préfabrication ne sont pas forcément dites des logements écologiques. L'utilisation de matériaux locaux comme la terre cuite est aussi capitale.
Mais avec l'évolution au niveau de l'Agence nationale de l'habitat, nous utilisons par exemple du ciment à bas carbone. Les carreaux qu'on va utiliser sont faits en des matériaux vraiment qui ne produisent pas de la chaleur et qui permettent qui conservent la température ambiante. Les maisons écologiques séduisent ainsi davantage les populations attachées à la cause environnementale. C'est très important de bâtir des maisons écologiques, parce que ces maisons vont permettre d'avoir un cadre de vie bien paisible. Ça va permettre aussi de respecter l'environnement. À travers même la construction de certains centres, on peut voir que l'écologie est au cœur de l'actualité. Bien que la construction d'une maison écologique implique un investissement initial plus élevé, une réduction significative des dépenses énergétiques entraînera ensuite des économies à long terme. On pourrait estimer un coût de construction au mètre carré compris entre 280 000 à 350 000 francs CFA. Pour moyen, je veux dire que ça varie forcément les zones. Parce que vous voyez, le foncier aujourd'hui est un problème pour nous. Que vous fassiez un projet à Bingerville ou à Songon, ce n'est pas les mêmes prix au niveau du foncier. Donc ça fait que ça crée une différence de prix. Une fois que les maisons écologiques sont sur pied, il convient maintenant d'utiliser des meubles également éco-responsables, fabriqués à partir de matériaux naturels ou recyclés. Et voilà toutes les astuces données pour des maisons écologiques et économiques. Parlons de sécurité de vos propriétés foncières. Et maintenant, cap sur le Tchologo où il s'est ouvert le programme de renforcement de la sécurisation foncière rurale. Sur 3 ans et demi, le projet a la mission de délimiter 21 villages et certifier plus de 456 000 hectares de parcelles de Kong à Ouangolodougou. Et la jeunesse de la région est mise à contribution et l'a été recrutée pour la réalisation de ce programme. Le commentaire de Siekwasi et Jean-Marc Tchachi. Voici le commando du cabinet d'experts géomètres Diallo Sekou, le CGEDS, prêt à investir les villages des départements de Ouangolodougou et de Kong. Composés d'environ 500 jeunes, ils sont formés aux notions du foncier rural, des opérateurs GNSS, des enquêteurs et des points focaux. Ils sont mis en mission par le directeur général de l'agence foncière rurale, AFOR. En voyant l'information, déjà le retour du terrain avec 20 000 intentions de ce cas foncier en si peu de temps, c'est que non seulement ils ont compris le travail qu'il y a à faire au niveau technique, au niveau théorique, mais ils sont imprégnés de l'importance capitale que revêt ce processus. Le chef de file de ce commando du foncier mesure le poids de la responsabilité qui lui incombe dès aujourd'hui. Nos équipes sont prêtes à la tâche. Une équipe commando avec des experts déjà de CGEDS qui ont déjà à notre actif plus de 90% de contribution au programme national de circulation foncière. Au regard de notre expérience et expertise, c'est un jeu pour nous. Pour l'atteinte des résultats du Presfort, autorité administrative et coutumière du Tchologo s'engage. Le gouvernement ivoirien a bien voulu accorder une place de choix au programme de délimitation des terres, des parcelles et l'octroi des certificats fonciers. À travers le programme de renforcement de la sécurité foncière rurale, sont certainement des plus sûrs chemins pour renforcer la paix, la cohésion sociale et la fraternité. Le Presfort est financé par la Banque mondiale. Il est exécuté dans 16 régions du pays. Dans le Tchologo, 2 départements sont concernés par le programme, Ouangolodougou et Kong. Plus de 400 000 hectares seront traités. L'opération est gratuite. Dans le secteur de la santé, des stratégies d'impact se définissent pour venir à bout des maladies infectieuses. Une réunion de recherche scientifique s'est tenue entre l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire et le Pasteur Network d'Afrique. Le rapport de Mariam Sangaré et Jean-Marc Tchachi. Les experts de l'Institut Pasteur mutualisent leurs efforts pour prévenir les maladies infectieuses en Afrique. Ils s'engagent pour une surveillance renforcée. Actuellement au Pasteur Network, c'est que nous allons chercher dans les eaux usées les traces de la présence d'épidémies, de pathologies. Alors ça a commencé avec la Covid et puis maintenant ça se fait de différentes manières sur différents virus. On doit s'attendre à des recommandations et à des stratégies surtout afin d'aider la population à éviter les maladies liées aux eaux usées, surtout les maladies entériques. Composé de 32 instituts, l'Institut Pasteur Network se veut comme une réponse stratégique à la propagation des maladies infectieuses. Une attitude soutenue
par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Il est plus qu'urgent d'aider nos pays à renforcer la collaboration en matière de surveillance des eaux usées et ainsi lutter efficacement contre les maladies de préparation aux épidémies. Le Pasteur Network veille à la préparation aux épidémies avec un accent sur les maladies sensibles au climat. Et sur la scène musicale ivoirienne, le FEMUA 17 est lancé, une opportunité pas que pour les artistes, premiers festivaliers, les prestataires du domaine du spectacle, restaurateurs et commerçants, tous se tiennent dans les starting blocks. Pour tirer profit, Walter Amadou Ouattara a rendu son micro à certains d'entre eux juste avant les premières prestations. On regarde. Mardi 15 avril 2025, il est 20h lorsque les premiers spectateurs se présentent à l'entrée de l'Institut national de la jeunesse et des sports, l'INJS de Makori. L'intention commune, être des témoins de la 17e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, FEMUA. C'est un festival qui présente plus la culture ivoirienne. C'est le seul événement, même en Afrique, que je pense qui rassemble plus. En tout cas, cette année-là, c'est Imra Chété, tu connais, toujours sans bruit. Cet artiste va prester pour la toute première fois sur une des scènes du FEMUA. Groupe Banaïva, invité au FEMUA pour une prestation de 1 heure de temps en concert Rumba live. Déjà, être appelé au FEMUA, c'est pas n'importe quel groupe on appelle au FEMUA, donc c'est une chance, une opportunité. À l'intérieur du site, des stands sont déjà dressés. La Guinée est le pays invité d'honneur cette année. En attendant le public, les tenanciers de Maki s'apprêtent à offrir un service impeccable. Nous sommes en train de faire la mise en place, car le concert va commencer à 21h. Donc, plaçons les chaises, les tables, pour que les clients soient heureux. Déjà, des mélomanes se sont installés et savourent la musique Zouglou, un label ivoirien. Bon, la musique Zouglou, en vérité, c'est une identité culturelle de la Côte d'Ivoire. Donc, on va décaler de la part des Zouglou. Voilà, on est là pour s'amuser en fait. Le FEMUA, c'est aussi l'opportunité offerte aux promoteurs locaux spécialisés dans la location de la logistique. Se rencontrer affirme faire de bonnes affaires. Pour la petite histoire, le FEMUA, c'est depuis le FEMUA 12, où on a eu une petite portion d'activité. On s'est amélioré, on nous a confié le 13, le 14, ainsi de suite. Nous mobilisons en moyenne, on peut tirer vers 100 personnes. Et les finances, par la grâce de Dieu, on ne se plaint pas. Il est presque 22h. Le premier groupe musical à monter sur scène pour ce jour 1 du FEMUA 17 se nomme Les Étoiles de la Rumba. L'ambiance va continuer ainsi avec d'autres artistes. Voilà, le FEMUA, une belle fête des musiques urbaines. L'actualité hors de nos frontières à présent, avec ce drame, au moins 50 personnes ont trouvé la mort dans un naufrage survenu dans la nuit du mardi à mercredi sur le fleuve Congo, dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo. L'embarcation qui transportait quelques 400 personnes a pris feu avant de chavirer. Des dizaines de personnes, dont certaines souffrant de graves brûlures, ont été sauvées. Les opérations de recherche des personnes disparues se poursuivent encore. Et c'est la fin de ce journal traduit en langue des signes. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent après-midi sur RTI 1 à 20h. Retrouvez Marie-Laure Goran.